Est-ce que tu as une idée du montant du blanchiment avec la monnaie fiat, traditionnelle, des monnaies traditionnelles, à l'échelle globale l'année dernière? Je sais pas, 500 milliards? 2129 milliards d'euros. C'est 3% du PIB mondial. Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, je pourrais par exemple être flagué par Chainalysis d'une certaine manière, sans faire d'action illicite? On aide, dans la mesure de ce que je peux partager, les autorités du Sud, de la Corée du Sud. Aujourd'hui, on leur fournit des outils, de la donnée, pour certaines un peu d'expertise, pour pouvoir contrer aujourd'hui les attaques des Coréens du Nord. On n'identifie pas des personnes. La blockchain, elle reste pseudonyme. On identifie en tout cas des portefeuilles, des transactions faites au travers de portefeuilles, et on les rattache à des entités du monde réel. En fait, si beaucoup de choses, ou en tout cas la majorité du système était on-chain, beaucoup de choses ne seraient pas arrivées parce qu'on aurait été au courant instantanément. Tu vois, dans le documentaire de Jérôme Kerviel, il explique que en fait, il arrive à cacher une position de 50 milliards. Genre aujourd'hui, on-chain, il y a quelqu'un qui prend une position de 50 milliards au fur et à mesure du temps, on la voit et on te met des screenshots de son PNL en temps réel sur Twitter. Ouais. La crypto la plus utilisée pour les activités lisibles, c'est le stablecoin. Tu dois le savoir. C'est très intéressant. Ça a surpassé, c'est pas le Bitcoin, etc. C'est le stablecoin. Hello à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui avec quelqu'un, à mon sens, qui devrait beaucoup vous intéresser parce que, pour le coup, c'est un travail qui est relativement de l'ombre. En tout cas, tu travailles pour une entreprise qui se situe plutôt dans l'ombre, qui est quelque chose que nous, en tant que particulier, on voit rarement. Du coup, je me suis dit que ce serait assez intéressant d'en parler. Donc, François, qui travaille tout simplement à Chainalysis. Je ne sais pas comment le prononcer parfaitement. Tu me dis, en tant que Français, on a du mal. Chainalysis, ça m'a mis 3 semaines d'entraînement intensif avant de rentrer chez Chain pour pouvoir le prononcer correctement. Parfait. Écoute, merci beaucoup pour ton temps et tout simplement de participer, François. Je me doute que tu es pas mal occupé en ce moment avec le marché qui bouge. Comment ça se passe pour toi en ce moment avec le marché d'ailleurs? Comment est-ce que tu bénéficies un petit peu peut-être de tes investissements en crypto, je suppose? Est-ce que ça affecte ton travail avec peut-être plus de travail? Comment ça se passe en ce moment pour toi? Question vaste, c'est les deux, mon général, je dirais. Non, d'un point de vue personnel, bien entendu que cette dynamique est extrêmement intéressante, personnellement et pour tous, je pense, en tout cas, pour tous ceux qui ont jumpé dans la crypto, soit hier, soit il y a encore un peu plus longtemps. Et puis, d'un point de vue professionnel, j'allais dire, ce ne sont pas les mêmes secteurs qui booment à l'heure actuelle. Et là, j'allais dire, le bull run fait que le secteur privé, parce que nous on adresse 2 secteurs, le secteur privé, c'est incroyable de dynamique et on voit une augmentation sensible des transactions et en France et à l'échelle internationale, et ça c'est génial pour le business, en tout cas pour celui qu'on représente. Évidemment, évidemment. Donc, je suppose qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas forcément le contexte, qui ne savent pas ce que c'est Chainalysis, même qui tu es, qu'est-ce que tu fais, etc. Donc, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer qui tu es et quel a été ton parcours jusqu'à maintenant en crypto, hors crypto, comment tu as débuté, comment t'en arrives à ce poste-là et en quoi consiste ce poste? Donc, question très large, mais l'idée, c'est de donner un maximum de contexte aux gens qui nous regardent aujourd'hui. Bien, écoute Léonard, je suis François Volpout, je suis directeur général de Chainalysis France depuis maintenant 2 ans. Ça fait je dois être un vieux dans l'écosystème, c'est là où tu dis, oh là, ça fait plus de 25 ans donc je suis dans l'IT. Donc pour commencer par le début, j'ai commencé ma carrière dans l'IT, toujours dans le milieu des startups, toujours dans des secteurs innovants, puisque au début j'étais il y a très longtemps dans le monitoring de l'internet quand on parlait encore des réseaux X25. Je suis pas certain que tu as entendu parler des réseaux X25. X25, non, ça me dit rien. C'était l'ultra sécure de l'internet à l'époque. Voilà. Moi, je suis arrivé sur les réseaux IP, les premiers outils de supervision, etc. J'ai évolué dans cet écosystème-là pendant de nombreuses années, dans des startups, dans des corpos. J'ai eu l'occasion de travailler avec des fondateurs hyper intéressants, donc avec Marc Andreessen et Ben Horowitz dans leur première société de cloud. Alors, je sais pas si tu connais Andreessen Horowitz, mais... Ah, mais A16Z, je crois connaître quand même, tout de même. Donc, Marc et Ben étaient mes boss. On était une toute petite structure à l'époque. Incroyable. Qui était Loud Cloud au départ, qui est devenu Opsware après.
Et après, voilà, j'ai vraiment appris, et j'allais dire appris tout au long de ma carrière, continué à apprendre nouvelles expériences dans des domaines différents. Je travaille autant dans la cyber, comme je dis, que dans le monde IT traditionnel, d'infrastructure. Ouais, c'est des expériences extrêmement riches. La dernière en date qui m'a amené à Chainalysis, ou avant Chainalysis, c'était Snowflake. Donc, je sais pas si tu connais Je Snowflake connais de aussi. nom. Je me souviens plus pourquoi je connais honnêtement. C'est l'inventeur du data cloud créé par 2 Français Ok. et qui ont fait je pense la plus grosse IPO à l'heure actuelle dans le monde de l'informatique et qui ont vraiment créé une plateforme web multi-cloud. Et donc moi j'ai créé la filiale française et sur la région du Middle East. Donc à cette époque. Et puis après un petit peu de vacances méritées, dira-t-on. Il faut. Bah quelquefois ouais, c'est un milieu intensif, hein, tu vois, à l'instar de ce qu'on fait ici dans l'écosystème crypto, quoi. Et encore, je dirais l'écosystème crypto est encore plus intensif que ce que j'avais vécu auparavant parce que ça s'arrête jamais. C'est ça 24 heures s'arrête sur 24, jamais. 7 jours sur 7 en fait. C'est ça qui est tellement différent du reste. J'ai l'impression qu'en TradFi, ils ont quand même le temps de souffler, ils ont leurs petits jours fériés, ils ont leurs petits week-ends. Après, ils peuvent se retrouver avec des surprises, avec les gaps, avec toutes ces choses-là. Mais c'est vrai que c'est un environnement qui est totalement différent. Et j'ai l'impression aussi que la TradFi se dirige de plus en plus vers quelque chose qui est du 24/7, quoi. Bah, tout le monde s'adapte, hein. J'allais dire, regarde la technologie. Enfin, j'allais dire avec les nouvelles techno. Enfin, aujourd'hui, tu peux contacter ton banquier n'importe quand. Tu devrais pouvoir le contacter n'importe quand. Et aujourd'hui, tout le monde est en train de s'adapter. Et je veux dire, c'est ce que révolutionne entre autres l'écosystème. Hein, mais bon, pour finir, voilà. Donc, je suis arrivé de chez Snowflake. Et un jour, Chainalysis vient et je connais la crypto pour y être rentré il y a quelques années, 2017. Donc bien après toi, bien après beaucoup de monde, mais où voilà, je dis, je fais partie de la vieille génération. Et ce qui est extrêmement intéressant dans le job que j'occupe aujourd'hui, hein, et dans l'écosystème en tout cas à mon avis. Et voilà, et donc tu arrives dans cet écosystème, tu dis, wow, c'est un booming, et tu as raison, il y a beaucoup finalement, je pense que beaucoup d'activités, d'écosystèmes traditionnels vont tirer parti de cette révolution de la blockchain et de la crypto au sens large. Et ça amène des usages, des habitudes de consommation, et finalement, au-delà de l'accès à la richesse, hein, à la richesse de tout un chacun, et ce qui est poursuivi, ça amène de nouveaux concepts, de nouvelles habitudes qui doivent transformer les esprits, et que tu fasses de la finance traditionnelle autant que n'importe quelle activité. Et moi, c'est ce que je trouve génial, quoi. Il faut vivre avec son temps. Ouais, donc voilà pourquoi tu me demandes pourquoi je suis rentré dans la crypto, en tout cas chez Chainalysis, parce que Chainalysis, c'est à la croisée des chemins entre la production de valeur et, j'allais dire, cette capacité à rassurer tout un écosystème autour de la valeur créée. Et ça, c'est vraiment, ça a besoin d'une pierre angulaire. Et c'est ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est Chainalysis. Puis après, comme tu me disais. En quelle année, du coup 2022. Ok. 2022. Je te dis, je vais fêter, c'est pas je vais fêter, je fête le 2. J'ai fêté mon 2e anniversaire il y a quelques jours. Et du coup, tu disais que tu étais déjà rentré dans la crypto à partir de 2017. Ouais. Est-ce que tes expériences passées avec, entre guillemets, la croissance d'Internet et de nombreuses technologies t'a facilité, entre guillemets, l'acceptation des cryptos et t'a facilité la tâche en termes de compréhension, d'adoption, etc. Ou est-ce que peut-être par certains biais, c'était peut-être plus compliqué d'accepter que ça allait être quelque chose qui allait rester, et tu vois, parce que il y a vraiment le monde Web 2, Web 3, crypto, TradFi, et il y a de plus en plus de personnes qui font le pont, tu vois. Mais beaucoup disent souvent que ils ont mis énormément de temps à se projeter parce que on vit quand même. Les industries un peu plus traditionnelles sont souvent biaisées relativement négativement. Donc, est-ce que tu as souffert de ça d'une certaine manière ou roule ma poule et t'as compris assez vite? Voilà, en toute humilité, roule ma poule, j'ai compris assez vite, mais j'ai compris assez tôt qu'il y avait un sous-jacent qui pouvait transformer, comme je le dis, transformer un écosystème global, et ce que j'ai adoré avec la crypto. Alors c'est peut-être le côté humaniste qui m'anime, hein, mais je dis l'accès à la richesse, et je mets pas de valeur autour de ça, c'est pas ça. Mais l'accès à la richesse pour tout un chacun, c'est pour moi, c'est quelque chose qui est plus important. On pourra venir sur une discussion, mais qui est encore plus important
que le fait de garder les données secrètes, etc. Tu vois, moi, la révolution, je l'ai pas vue dans garder les données personnelles, en tout cas garder ou avoir un contrôle des données, et non pas personnel, mais un contrôle des données qu'on échange, que ce soit personnel ou non d'ailleurs. Je l'ai vu plutôt sur waouh. C'est vraiment une libération, voilà, une libération des gens face à leur propre destin, en tout cas leur destin financier. Et je pense que tu vois, c'est ça qui m'a convaincu. Je me suis dit, c'est une révolution, quoi. Mais tu sais que je regardais, il y a un nouveau documentaire qui est sorti au sujet de Jérôme Kerviel. Et en regardant tout ça, parce que ça parle du coup des subprimes, ça parle de différentes crises, etc., je me rends compte que, en fait, si beaucoup de choses, ou en tout cas la majorité du système était on-chain, en tout cas comme on le connaît aujourd'hui, relativement ouvert, beaucoup de choses ne seraient pas arrivées parce qu'on aurait été au courant instantanément. Tu vois, dans le documentaire de Jérôme Kerviel, il explique que, en fait, il arrive à cacher une position de 50 milliards. Genre aujourd'hui, on-chain, il y a quelqu'un qui prend une position de 50 milliards au fur et à mesure du temps. On la voit et on te met des screenshots de son PNL en temps réel sur Twitter. Donc, et tu vois, même avec la faillite de FTX, encore une fois, ça montre que tout ce qui est opaque, au final, cède à un moment et du peu d'informations qu'on avait avec toute la traçabilité on-chain et de nombreux outils qui étaient disponibles, je suppose que, t'as dû peut-être le vivre aussi. On a vu des choses assez rapidement, alors que, avec un système traditionnel, peut-être que FTX existerait encore, parce qu'ils auraient coupé les retraits bien plus tôt, ils auraient peut-être bullshité d'une certaine manière. Donc, je trouve ça assez fou de se dire que, en fait, probablement beaucoup de problèmes de la TradFi ne seraient pas arrivés si on était on-chain depuis quelques années, quoi. Donc, ouais, mais si tu me permets, hein, vas-y. C'est a posteriori, oui. A posteriori, oui. Et j'allais dire, ça a certainement drivé une bonne partie de l'écosystème et la volonté de certains. Au-delà, j'allais dire, du volet initial, crypto, blockchain, Satoshi, etc. Ce qui a été poursuivi, elle répond toujours à des choses qu'on a vécues dans le passé, quoi. Et notamment pour ça que Satoshi a créé Bitcoin. Enfin, en tout cas, on voit qu'il y a des liens évidemment entre ces crises-là et le succès des cryptos, quoi. Ouais, je dis, c'est de chaque crise. C'est quoi? Je cherche l'expression. C'est du chaos. Tout sort du chaos, quoi. Et j'allais dire, de chaque crise, on a sorti des choses positives à l'échelle globale. Et après, et c'est le grand malheur. Hein, c'est le grand malheur toute une vie, mais d'une vie de beaucoup, c'est de devoir aller au fond de la crise pour voir qu'il y a quelque chose de mieux à développer, de plus intéressant, de plus bénéfique. Alors, quelquefois pour l'humanité, quelquefois pour des pans de population plus réduits. Mais tu vois, je suis assez d'accord avec toi. On pourrait éviter ou on aurait pu éviter beaucoup de choses, mais la technologie, elle met du temps à se développer, elle se base sur des innovations. Voilà. Il n'y aurait pas eu de blockchain sans beaucoup d'innovations sous-jacentes qui permettent aujourd'hui de porter la blockchain. Et du temps de Jérôme Kerviel, globalement, même si je ne juge pas ni Jérôme Kerviel, ni la Société Générale, ni ce qui va au fond. Ils sont fait juger au tribunal dans tous les cas. Voilà ce que j'allais dire. C'est une autre histoire qui appartient à la justice, et tu as raison, qui est aujourd'hui jugée. Mais néanmoins, ouais, t'as raison, il y a beaucoup de choses qui seraient pas arrivées. Et je pense qu'on est en train de régler des problématiques. Et des exemples comme ça, d'applications ou de challenges qu'on va régler avec la blockchain. Mais bien entendu, je n'ai pas la connaissance de l'intégralité de l'écosystème, et en toute humilité, c'est impossible. C'est impossible déjà pour quelqu'un comme moi, mais c'est tellement riche. Mais moi, ce qui m'intéresse, il y a certains points que je trouve hyper intéressants dans la vie de tous les jours, dans la vie d'un industriel, dans la vie de ma fonction aussi. Gère une entreprise, en tout cas la filiale d'une entreprise. Et il y a beaucoup d'innovations qui vont être porteurs de bienfaits, mais importants, autant sur contrer l'illicite, mais autant que sur le bienfait standard, quoi. Ouais. On parle souvent d'illicite, mais il n'y a pas que de l'illicite, il y a tellement de bons, il y a 10% d'illicite pour 90% de bons, même c'est beaucoup moins que ça. Et c'est pour ça que notamment Chainalysis existe. Donc, tu disais que tu rejoins Chainalysis en 2022. Ouais. Qu'est-ce qui te motive à les rejoindre, et est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que fait Chainalysis? Parce que, comme j'expliquais auparavant, je pense que beaucoup connaissent des outils un peu plus on-chain publics comme Bubble Maps, Arkham, etc. Mais
vu que Chainalysis c'est en soi du B2B, c'est un truc, enfin c'est une boîte qui est hyper importante dans l'écosystème, mais qu'on connaît peu en fait. Alors qu'au final, elle travaille quasiment avec tous les protocoles ou les exchanges avec lesquels on interagit. Ouais, c'est vrai que Bubble Maps, tout ça, enfin, je sais que tu as interviewé Nico et que je lui dis toujours, j'adore Bubble Maps, c'est des gens que j'ai rencontrés, ça a été la première entreprise que j'ai rencontrée dans l'écosystème. Okay. Donc, c'est vrai que c'est des gens qui sont plus orientés sur la communication. Donc, en tout cas, l'utilisation des différents canaux à disposition pour communiquer sur un état de marché. Hein. Enfin, ce que fait Bubble, c'est extrêmement important. Donc, ils sont plus dans la mise en avant, la mise en lumière de certains comportements qui pourraient être problématiques, comme on le sait. Et ça, c'est intéressant. Donc nous, on n'est pas sur ce domaine-là. On est vraiment, tu as raison, hein, sur le B2B. Maintenant, ce qui m'a poussé à le rejoindre, comme je te le dis, c'est être c'est important, hein, cette pierre angulaire ou à la croisée des chemins entre, si on veut collectivement que la blockchain et ses différents cas d'usage et comment les cryptos atteignent le succès qu'elle mérite, parce que je pense qu'elle mérite beaucoup, ça ne peut se faire que s'il y a une massification. Et la massification, elle vient par l'usage de tout un chacun des technologies. Et pour user ces technologies, il faut avoir confiance dans les producteurs de technologies ou d'innovation et finalement avoir des garanties. Enfin, aujourd'hui, ni toi ni moi, en tout cas pas moi, je ne mettrais mon argent en banque si la banque n'était pas régulée. Hein. Bien sûr. Globalement, je le garderai chez moi. Enfin, pour peu que gens, enfin voilà, c'est important. Et finalement, comme je te le disais, c'est Chainalysis, là où j'ai vu, c'est la capacité à avoir une profondeur. N'oublie pas, je viens du monde de la donnée. Hein. Donc, quand tu sais ce que fait Chainalysis avec les données on-chain, cette profondeur de données, cet historique et cette capacité à la valoriser, parce que la donnée on-chain, elle est publique. Mais une fois que j'ai compris, waouh, Chainalysis, c'est un peu le Google de la donnée on-chain. Non pas je fais par rapport à Google en tant qu'entreprise, mais sa capacité à chercher, à analyser de la donnée et à l'enrichir et à la promouvoir et en tout cas à donner accès aux différents utilisateurs de cette donnée pour répondre soit à des obligations contractuelles, soit à des investigations. Et ça, je me dis, cette pierre, elle est nécessaire à la massification. Cette pierre, c'est vraiment la pierre angulaire parce qu'aujourd'hui, tu as beau avoir la plus belle innovation, si les gens, au sens global du terme, n'ont pas confiance, ne comprennent pas, etc. Puis on est dans un domaine qui est quand même extrêmement technique avec des techniciens qui sont avares de vulgarisation. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce que tu fais d'ailleurs aussi. Merci beaucoup. Sur la vulgarisation de tout un écosystème qui est complexe. Et finalement, donc entre la production, l'innovation, la massification, donc les gens, les utilisateurs, il faut cette partie rassurante. Je dis pas qu'on est l'intégralité du mode qui va rassurer les utilisateurs, mais on apporte cette capacité pour les innovants et pour les utilisateurs à avoir confiance dans un système qu'on ne comprend pas encore à l'heure actuelle. Et ça, c'est répandu dans la finance traditionnelle, etc. Dans la crypto, c'est encore tout nouveau. Et moi, ça m'attire parce que je me dis, voilà, on est le liant. Être le liant, c'est extrêmement intéressant parce que tu as accès aux deux côtés de la pièce et c'est ultra enrichissant. On apprend chaque jour. Et voilà, moi, je fais ce job parce que j'apprends chaque jour. Quoi. J'ai toujours dit, le jour où j'arrêterai d'apprendre, c'est que je serai mort. Donc, Et comment ça se matérialise exactement? Tu vois, quel est le quotidien de Chainalysis? Comment vous opérez? Avec qui vous travaillez? Comment ça se passe un petit peu? Parce que je pense que c'est encore peut-être abstrait pour les gens qui nous regardent. Comment ça se matérialise? Comment ça se concrétise, tu vois, Chainalysis? Alors, je vais essayer de remettre un peu de simplifier les choses. Finalement, on va fournir des données, des outils et du service à deux grands pans de l'écosystème crypto aujourd'hui. Deux grands pans. Donc le premier, ça va être aux entreprises et des crypto natifs, les acteurs de la blockchain, les PSAN, certains de la finance traditionnelle, etc. On va leur fournir des outils ou des données qui vont leur permettre finalement de s'assurer de leur conformité j'allais dire de leur conformité et du suivi des règles ou des réglementations par rapport au blanchiment d'argent ou à la lutte contre le financement du terrorisme. Okay.
Donc ça, c'est la première partie qu'on fait, c'est l'écosystème privé, la partie privée. Donc ces gens-là, aujourd'hui, voilà, ils vont C'est être des utilisateurs. exchanges, par exemple. C'est des Ça peut être exchanges, des des market makers, exchanges, etc. voilà, ça peut être des exchanges, ça peut être des protocoles, ça peut être des banques traditionnelles qui souhaiteraient voir leur exposition à la crypto-monnaie, ça peut être des compagnies d'assurance, etc. Après, on a quand même les crypto-natifs au sens large, on va dire, et Ok. plus tout le reste. Et eux, voilà, c'est comment on s'assure de sa propre conformité face aux réglementations Donc on n'accepte dans pas les des juridictions dans lesquelles on opère. Donc on n'accepte pas des fonds de Lazarus Group ou de terroristes ou de choses qui ne respecteraient pas le cadre légal d'utilisation des crypto-monnaies. Donc tout c'est. Est-ce que, enfin, tu parlais de blanchiment et tu vois du financement du terrorisme. Est-ce qu'il y a d'autres choses, enfin, jusqu'où ça va, tu vois, en termes d'utilité, enfin, du côté de Chainalysis et des données qui sont utilisées. Est-ce que c'est uniquement à cette vocation-là ou est-ce que c'est encore plus de vocation, notamment pour les acteurs privés dont tu parlais? Non, en fait, si je finis juste là, tu vas voir. Enfin, Bien sûr. après, c'est peut-être plus Vas-y. lisible en tout cas. Donc, Ok. t'as ce pan d'activité de notre activité qui est sur le monde privé, et t'as un second pan d'activité qui est sur le monde public. Le ministère régalien, etc., les forces de l'ordre, ça peut être l'intelligence, et qui eux vont investiguer les transactions en crypto-monnaie notamment. Ou ce qui se passe sur la DeFi, etc. Et quand je dis ça, c'est à l'instar de toutes les nouvelles technologies. Je pense que les premiers à avoir utilisé le téléphone mobile, c'est ni toi, ni moi, ni les banquiers. C'est Ça peut être les l'armée. narcos. Oh, ça peut être les narcos. Non, mais en activité illicite. L'armée est de l'organisation mondiale qui est extrêmement petit. Mais j'allais dire à l'échelle privée, c'est rarement, on est rarement les utilisateurs de nouvelles technologies. Et finalement, que ce soit les forces de l'ordre ou j'allais dire, enfin, les départements d'intelligence ou toute autre organisation qui a trait à la sécurité d'un pays ou la sécurité extérieure, elle a besoin d'investiguer, de comprendre, de savoir ce qui s'est passé, de suivre. Et c'est la beauté de la blockchain au final. Quand je dis la beauté de la blockchain au final, c'est que ça apporte un service pour tout le monde, mais un service relativement transparent. Et donc, ce que fait Chainalysis, on fournit aussi à ces organismes publics la capacité à investiguer a posteriori des transactions. Donc, suivre l'argent d'un ransomware, d'un scam, le blanchiment d'argent, l'activité au niveau du darknet, trafic de drogue, etc. Tout ce qui pourrait potentiellement utiliser les cryptos et tous les biens fondés de la crypto, l'immédiateté de la transaction, transfrontalier, etc., pour des objectifs tout à fait illicites. Et donc ça, on fournit, comme je le disais, des outils, de la donnée, ça Qui peut être de interprète la de la donnée formation. publique surtout et Tout à fait, ouverte. C'est tout ça à qui est fait, important tout de à dire, fait. c'est que, enfin, je suppose que la majorité des données que vous récupérez sont entre guillemets open source, ou en tout cas que tout le monde peut récupérer. Je suppose la majorité, peut-être qu'on en parlera un petit peu après, mais que Ouais, derrière vous interprétez en fait. C'est surtout ça votre exact. plus-value, c'est Qu'on enrichit. d'interpréter ce que vous récupérez. Qu'on enrichit en fait. Et tu as raison, enrichir, c'est interpréter, notamment. Mais c'est amené, voilà, on va utiliser des données, surtout des données on-chain. Et tu as raison, il y a des données off-chain ou des LOSINT, enfin alors de la donnée open source qui va venir enrichir et permettre d'analyser et d'identifier des comportements ou des organisations qui vont utiliser ces données licites. Et quand tu mets maintenant, et j'en finis autour de ce qu'on fait, en tout cas pour maintenant faire le lien, tu te souviens mon lien, cette pierre angulaire, bah, c'est exactement la même chose pour Chainalysis au niveau de l'écosystème global. C'est comment on fait travailler finalement le monde public avec le monde privé. Parce qu'on a toujours deux mondes qui peuvent être restés, en tout cas deux mondes, ou un écosystème global qui est resté sur des usages traditionnels, finalement, à l'époque, et je ne dis pas, loin de moi l'idée de dire que c'est arrivé, mais potentiellement une transaction en fiat, donc en monnaie traditionnelle, une fois que tu as sorti un billet de 50, il est blanchi à partir du moment où il est sorti de ta poche. Ouais. Ou qu'il est rentré, ou le billet que tu rentres à la banque, s'il ressort par le distributeur, il est blanchi. Avec la blockchain, ça n'arrive pas. Et finalement, tout le bien fondé de cette blockchain, c'est que pour l'écosystème, c'est de créer des transactions sur un sous-jacent qui, lui, est relativement transparent, anonyme mais transparent. Et aux entreprises du monde public, c'est finalement Pseudonyme plutôt qu'anonyme. Pseudonyme, je te remercie. Pseudonyme. Merci de la précision. Et donc finalement, aux organismes publics, elles vont investiguer cet environnement pseudonyme et elles vont apporter de la sécurité au business qui concourt à l'innovation et qui concourt à la plus-value.
de l'écosystème blockchain. Et les deux doivent collaborer. Et ça, c'est la grande force de Chainalysis, c'est de pouvoir être, je pense, l'unique acteur dans l'écosystème qui est le nôtre, donc l'analyse de la blockchain, etc., à pouvoir faire travailler le monde public et le monde privé dans un objectif commun, c'est d'avoir un environnement sain, une blockchain saine, des transactions saines. Et ça, c'est, je pense, ce à quoi on aspire tous. Et donc, la raison, entre autres, pour laquelle j'ai rejoint Chainalysis, c'est parce que je te dis, je crois dans l'écosystème blockchain, je crois dans les cryptos. Maintenant, ça ne peut pas se faire si on n'arrive pas à apporter de la transparence à l'écosystème global pseudonyme. Comment t'expliques que Chainalysis soit leader aujourd'hui, que globalement on entende surtout parler de vous, en tout cas sur le côté B2B? Est-ce que c'est parce que vous étiez là tôt? Est-ce que c'est parce que vous avez réussi à, entre guillemets, close, en tout cas avoir des clients stars, ou en tout cas des entités publiques, ce qui est très difficile entre guillemets à démarcher, ou je sais pas, des gros exchanges? Ou est-ce que c'est parce que vous avez des données que personne n'a, ou vous arrivez à faire des choses que personne ne fait? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Chainalysis est leader et un peu sur le toit du monde sur son secteur par rapport, on va dire, aux alternatives qu'il y a disponibles sur le marché? C'est pas si on est sur le toit du monde, et en tout cas, je veux dire, voilà, en toute humilité, on participe à l'écosystème. Et maintenant, si on a une position de leadership, je pense que ça repose essentiellement pour le cœur de notre métier, la qualité de notre donnée. Et finalement, si tu te projettes un peu dans ce qu'on fait, pour un exchange ou n'importe quel acteur PSAN, on parle à la française, hein, mais pour n'importe quel PSAN, aujourd'hui, refuser un client parce que il aurait un portefeuille qui est flagué comme ayant reçu ou émis des fonds vers un pays sous embargo ou quoi que ce soit, enfin les règles de conformité telles quelles, si cette information elle est mauvaise, tu te coupes une partie du business, tu es d'accord avec moi? Évidemment, c'est des pertes. C'est des pertes. Maintenant, si tu mets ça, projettes ça dans l'écosystème public, si tu vas arrêter quelqu'un ou quoi que ce soit sur une information qui est une mauvaise information, imagine-toi les répercussions. Donc, ce qui fait la valeur de Chainalysis, c'est ce qui fait qu'on a une certaine position de leadership, hein, c'est vrai. Et souvent, les gens disent oui, c'est leader, c'est dans le... Non, on est leader parce qu'on a pour mission d'apporter une donnée de qualité. Et une région qui est un peu large, mais mes équipes, on dit toujours, voilà, c'est, messieurs, dames, s'il faut mettre en avant cette qualité de données, alors le client, quelquefois, ou nos clients, ou nos utilisateurs, reçoivent ça d'une manière différente. Oui, mais nous, c'est l'interface, c'est le graphe, c'est la manière dont on fait ça, les couleurs à droite, à gauche, etc. Quand tu es une entreprise, donc, et je finis de répondre à ta question, quand tu es une entreprise à mission, l'un de nos deux fondateurs, et le cofondateur de Kraken, notamment, il a créé Chainalysis suite à Mongox, donc le premier, j'allais dire, hack majeur, j'allais dire, de l'histoire de la crypto, régulé, exact. Et la capacité, donc Chainalysis, c'est basé sur la capacité à aller tracer et aller chercher les fonds qui avaient été volés. C'est une mission. Et chez Chainalysis, pour travailler chez Chainalysis, en fait, c'est pas le tout, ouais, d'amuser la galerie, super, on est chez Leader. Non, tu es là parce que tu as une mission. Et cette mission, elle transpire dans ce qu'on fait chaque jour, elle transpire dans nos développements, et aussi elle transpire dans la qualité de nos données. Et aujourd'hui, Chainalysis, c'est une société qui fait plus de 850 personnes à l'heure où je te parle, là où le plus gros compétiteur doit faire maximum 170, 200 personnes à peu près. Mais ces 800 personnes ou 850 personnes plus, c'est pas des commerciaux, c'est pas ça. Il y a une grande partie, il y a au moins un quart de cette population qui est concentrée sur qualifier la donnée qu'on met à disposition de nos clients. Et ça fait la différence. Ça, c'est ce qui rend Chainalysis finalement, je le pense, plus fiable pour les activités et pour le business qui est nôtre. Et le monitoring de transactions, j'allais dire, le fournir des données d'analyse de transactions illicites à l'échelle globale pour des acteurs privés ou publics, ça nécessite d'être aussi, de sentir être en mission et d'y porter une attention toute particulière à cette qualité de données. J'espère avoir été clair. Non, Léonard. C'est clair. Avant de poursuivre cette vidéo, je t'invite tout simplement à rejoindre mon Discord dans lequel tu peux retrouver plus de 10 000 traders actifs. Dans ce Discord, on parle de nombreuses choses, notamment on va tout simplement partager nos analyses, nos graphiques, sur quoi on spécule, les différents airdrops qu'on farm, les news en temps réel qui sont partagées par exemple sur Twitter ou sur différents sites. Enfin bref, c'est vraiment un moyen d'être à jour sur ce qui se passe dans l'écosystème. Et en plus de ça, sur ce Discord-là, je vais partager tout simplement pas mal de données et pas mal de choses que je surveille personnellement, donc des données qui sont importantes à mes yeux
jeu et tout simplement moi personnellement ce que je surveille au quotidien. Donc ça permet vraiment d'avoir un suivi en temps réel de moi ce que je regarde et comment je me positionne dans l'écosystème. D'ailleurs, tu peux retrouver mes performances de 2022 et 2023 sur tous les trades que j'ai partagés gratuitement et publiquement. Donc ici, tu as absolument tout le détail avec les positions disponibles de manière transparente, mes positions actives, mon folio, ainsi que tous les trades que personnellement je prends de mon côté avec le suivi de comment je déplace mon stop loss, comment j'ajuste mon risque, comment je me positionne, etc. J'espère que ça vous plaira. Tout est gratuit. Je vous invite à rejoindre. Tout sera en description, en commentaire épinglé. Et maintenant, place à la vidéo. Moi, ma question, c'est aussi comment vous enrichissez cette donnée? Parce que du coup, il y a forcément une part de supposition. C'est très difficile d'être certain, par exemple, sur l'identité de la personne qui possède un wallet ou l'identité d'une personne à l'origine d'une transaction ou l'identité potentiellement de la personne qui va recevoir, par exemple, des fonds. Du coup, je suppose que c'est d'une certaine manière plein de suppositions. Comment on minimise un maximum ces suppositions-là? Alors, il y a 2 points dans ce que tu viens de dire. Un, on n'identifie pas des personnes. La blockchain, elle reste pseudonyme. On identifie en tout cas des portefeuilles, des transactions ou faites au travers de portefeuilles, et on les rattache à des entités du monde réel. Et les entités du monde réel, ça va être autant des organisations terroristes que des acteurs du dark, tout type, j'allais dire, d'acteurs illicites, mais pas nommément. On ne fait pas de... Ça, c'est le travail de la justice. Ok. Nous, on va vraiment permettre finalement, alors on pourra revenir sur la donnée... Ce que je veux dire, c'est que c'est hermétique entre vos clients et vous dans l'enrichissement de la donnée? Non, en fait, c'est hermétique. Les clients utilisent nos données. Maintenant, elles vont, quand il y a une trouvaille, quand les forces de l'ordre vont trouver qu'un portefeuille est lié à un ransomware spécifique ou quelque chose, ce serait extrêmement intéressant pour une plateforme d'échange ou pour un client du monde privé de le savoir. Tu es d'accord avec moi? Évidemment. Et finalement, ce que va faire cette organisation publique ou ces forces de l'ordre, elle va flaguer, taguer. Okay. Nous, on parle de clusterisation, mais finalement, on va mettre une couleur, on va faire que ce portefeuille appartient maintenant à une entité du monde réel. D'après une enquête, alors d'après une source. Et c'est là où... Merci pour la perche que tu me tends là. Mais c'est là où ça devient intéressant. C'est que la donnée qu'on met à disposition c'est une donnée déterministe. Okay. Les acteurs du marché autres que Chainalysis font ce qu'on appelle de la donnée probabiliste, du probabilisme. Donc, ok, c'est une donnée. Chez Chainalysis, quand on met une donnée à disposition de nos clients, ou quand nos clients nous déclarent une donnée, tu te souviens, mais 200 personnes, le quart de la société qui travaille à la donnée, qui peuvent être des ex des forces de l'ordre, des renseignements, mais avec un focus data et une connaissance data approfondie, chaque donnée qui va être mise à disposition de l'intégralité de l'écosystème, qu'on soit un client du monde privé, un client du monde public, elle est validée par une personne qui a analysé cette donnée, qui a validé que oui, après analyse, oui, après une enquête complémentaire, oui, après la validation d'autres informations, cette donnée, on est sûr. Quand on te dit, voilà, je sais pas, c'est pour un cas, on est sûr que ce soit, je sais pas moi, Logbit ou que ça appartenait à cet écosystème-là, quand on dit qu'un portefeuille, on est sûr que cette donnée. Alors personne te dira, il y a que les menteurs qui diront oui, 100% du temps, l'erreur est humaine. Mais en tout cas, on a mis tous les efforts à notre disposition, tous les efforts possibles, et les technologies, et les humains et leurs capacités à disposition pour valider que l'information qu'on met à disposition, c'est une bonne information. C'est ce qui rend la donnée déterministe, l'approche déterministe par rapport au probabilisme, où là, tu fais confiance à une pattern, à plein de choses qu'on utilise aussi, hein, mais entre autres, c'est pas l'ensemble de notre business. Ça répond à ta question. N'hésite pas, Léonard. Ça répond à mes questions. Dans tous les cas, j'ai plein de questions pour chevaucher les questions et avoir mes réponses. Donc, ne t'inquiète pas. Je me posais la question de qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, je pourrais, par exemple, être flagué par Chainalysis d'une certaine manière, sans faire d'action illicite. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que je pourrais être notifié parce que j'ai un comportement bizarre, ou en tout cas qui est peu commun, alors qu'en soi, il n'y a rien d'illicite. Par exemple, imaginons j'utilise Tornado Cash. Donc imaginons je passe via Tornado Cash, etc. Est-ce que ça fait de moi un criminel? Ou est-ce que c'est juste un protocole qui fait partie, entre guillemets, du bien commun de l'humanité, et
et c'est ok que je l'utilise parce que en soi, j'ai vu qu'il y avait des jugements comme quoi, en fait, par exemple, les fondateurs ne pouvaient pas être jugés par rapport à un smart contract qui est ouvert et qui sur lequel ils n'ont pas la main. Mais les actions illicites qui sont générées à partir de ça, elles sont jugées évidemment. Mais est-ce que aujourd'hui on peut utiliser Tornado Cash sans avoir de soucis, ou est-ce que c'est genre interdit? Est-ce que, tu vois, à quel moment on peut faire des actions qui ne sont pas illicites et être fortement flaguées? Parce que j'ai l'impression, de ce que j'ai entendu, que si on utilisait Tornado Cash ou je sais pas, probablement des dizaines de protocoles différents, en fait, je puisse être exclu, par exemple, de Binance, je puisse être exclu, je sais pas, de d'autres plateformes, ou tu vois, quelle est la frontière entre ça et comment ne pas la franchir alors qu'on a des intentions qui sont 100% licites? Je me permets de te poser une question. Pourquoi tu dis que Tornado Cash est un bien pour l'humanité? Juste que je comprenne d'où tu viens avec cette question-là, et promis, je t'y réponds. En fait, pour moi, c'est juste un moyen qui est disponible de tous et qui ne nous engage pas à faire une action qui est illicite. Donc, en soi, c'est juste une sorte de fonctionnalité sur la blockchain que je peux utiliser, et pourquoi je l'utiliserais pas, quoi. Ça répond pas tout à fait à ma question. Tu as parlé de bien pour l'humanité pour Tornado Cash. Bien, je vois pas ce que ça fait de mal, à part s'il y a une action illicite derrière. Ouais, donc, tu vois. Mais c'est ça, après, t'es dans la nuance. Tu te souviens? Parce que c'est l'histoire du couteau, quoi. Ah, mais non, mais c'est pour ça que je dis qu'il faut mettre de la nuance. Il faut mettre de la nuance à son dire. Tornado Cash en tant que tel, tu as raison. C'est pas parce que tu as utilisé Tornado Cash que tu es un acteur illicite. Tu as certainement raison, Léonard. Maintenant, il y a une certaine... on pourrait parler de pattern de comportement ou d'usage qui fait que si potentiellement tu utilises Tornado Cash, ça va nécessiter, en tout cas pour les gens, les personnes qui vont recevoir une transaction d'une personne qui a utilisé Tornado Cash, ça peut allumer un warning. Donc ça peut t'exclure du système aussi, un peu d'une certaine Alors après, manière. chaque système n'exclut pas. En fait, dans Chainalysis, et là on est dans la partie, j'allais dire, risque et conformité. Donc puisque tu parles de cette partie-là, pas de l'investigation, mais de la partie risque et conformité, donc plus le monde privé. Cette partie-là, en fait, tu vas pouvoir gérer et régler des seuils d'alerte en fonction de ton appétence au risque. L'appétence au risque, je vais répondre à ta question, mais c'est extrêmement important de le comprendre. Bien sûr. En fonction de la juridiction dans laquelle tu opères, dans un environnement réglementé, pas réglementé, etc. En fonction de ça, finalement, ton appétence ou l'appétence au risque des différents acteurs de l'écosystème crypto, elle change fondamentalement. Les règles ne sont pas les mêmes. Maintenant, tu vas pouvoir régler des alertes, etc., en fonction de quelqu'un qui a utilisé potentiellement Tornado Cash ou pas, dire je vais être alerté. Ça, c'est la partie règle de conformité. D'un point de vue de Chainalysis, si la transaction et le wallet, je parle du wallet, je ne sais toujours pas que c'est le wallet de Léonard. Après, si tu veux me donner ton numéro de wallet et ta seed phrase, pas très chaud, hein. Pas très chaud. Ça fait mal au cœur, ça fait mal au cœur. Franchement, Léonard, j'aurais pensé que tu étais beaucoup plus open que ça. Peut-être en fin d'interview quand on sera encore plus intime, plus intime, exactement. Mais... non, mais au-delà de ça, bien sûr que ça peut allumer juste un warning, parce que il y a une pattern, quand je dis une pattern, je ne sais pas comment le dire en français. Un comportement. Un comportement usuel, ou qui démontre une fréquence tout à fait honorable et qui te permet de te dire que quelqu'un qui va passer par Tornado Cash, un portefeuille, une transaction, quoi que ce soit, potentiellement, elle peut être problématique. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. C'est pas parce que tu passes par Tornado Cash, maintenant je te réponds, que tu es un acteur illicite. Mais n'oublie pas que chaque transaction dans la blockchain, n'oublie pas, je me la raconte, là. Bien sûr tu l'oublies pas, puisque tu es un sachant. Chaque transaction dans la blockchain est immuable, elle est éternelle. Elle reste inscrite. Ce qui est passé avant, elle reste inscrite, quoi qu'on fasse. Donc ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui s'est passé avant. Et potentiellement, si toi, tu as reçu ton portefeuille, pas le portefeuille des Léonard, mais le portefeuille avec son numéro, son identification, a reçu des fonds émanant du dark web, a reçu des fonds émanant d'un acteur qui est, ou d'un portefeuille qui est flagué, tu te souviens, flagué comme ayant fait partie, je sais pas, des affiliates de Logbit ou quoi que ce soit. De facto, là,
Mais ce que ça veut Tu peux dire, être c'est que tu peux flagué. embêter plein de gens. Parce que en soi, par exemple, moi, je m'amuse, je prends des Ethers et je les demande en Tornado Cash à plein de gens que j'aime Ouais, mais pas. dans ton ado cash. Mais après, t'as pas reçu d'argent venant d'un acteur illicite, ou t'as pas fait du Non, drogue, ou t'as pas fait mais du tu peux financement du embêter en terrorisme. soi beaucoup de gens alors qu'en vrai, ils y peuvent rien, tu vois. Et à quel point on exclut quand même ces gens. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons, il y a un hacker qui passe par Tornado Cash et qui ensuite disperse les fonds pour une raison XY, des poussières sur des milliers de wallets. Ça peut être des CEO d'exchange, ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui. Est-ce que, genre, ça a des répercussions, tu vois, genre, Non. Il faut, tu me pousses à aller dans la technique, là, Léonard. mais Il je veux. faut, il faut faire la dichotomie entre l'exposition directe et l'exposition indirecte. Ok. Ça, c'est extrêmement important. Tu vois, dans la donnée, il y a la donnée, comment on la raffine, comment on l'enrichit, comment on la clusterise, on fait apporter ça. Mais il y a aussi, finalement, cette dichotomie qu'on doit faire. Je reçois ou j'émets directement sur une plateforme du Darknet, sur Tornado. Tornado, c'est pas le problème en tant que tel. Enfin, même si ça peut, C'est un moyen ça peut, connu. voilà, ça peut mettre en avant un comportement ou une nécessité comportementale, en tout cas dans la transaction, une nécessité à être flagué, pas à être. Quand je dis flagué, c'est juste ça va apparaître. Tornado Cash, aller sur Tornado Cash n'est pas la composante suffisante pour dire attention, Ok. il est banni, attention. Pas du tout. Maintenant, tu as l'exposition directe et indirecte. L'exposition directe, c'est les transactions que tu fais directement avec des wallets ou avec des services qui, eux, peuvent être problématiques. Ça peut t'exposer. Ça peut t'exposer. C'est l'exposition directe. L'exposition indirecte, c'est celle que tu dis. Quelqu'un qui a une exposition avec Tornado, Tornado n'est pas suffisant, il faudrait trouver autre chose. Avec un marchand du Darknet, peu importe, divers et variés, ou un ransomware ou quoi que ce soit, et qui lui va envoyer de l'argent à d'autres, à plein de petits portefeuilles où il va y avoir encore des dessous, des hops encore plus importants, plus nombreux. Là, tu es dans une exposition indirecte. Et l'exposition indirecte, on sait qu'on peut être exposé indirectement à des marchés ou à des activités illicites sans Ça pour sera forcément autant le cas. être... Oui, mais c'est pas pour ça que tu es responsable. C'est Ouais. pour ça que je te dis, il faut vraiment faire la dichotomie entre l'exposition directe et indirecte. Et bien sûr que les gens qui vont enquêter, ou les forces de l'ordre ou des services comme Tracfin ou quoi que ce soit, qui vont avoir les rapports d'activité problématiques, les SAR, Suspicious Activity Report ou quoi que ce soit, bien sûr ce sont des sachants. Et aujourd'hui, une transaction indirecte, j'ai été exposé indirectement à un service illicite, ne fait pas quelqu'un qui fait des activités illicites. Et tout le monde le sait. Et on aide et on travaille beaucoup avec l'écosystème, que ce soit avec on éduque beaucoup sur ce qui est l'activité illicite directe, indirecte, et comment faire la dichotomie dans tout ce monde-là. Au final, c'est la même chose que s'il y avait un braquage de banque et que l'argent était dépensé dans des commerces qui étaient eux-mêmes rendus à des consommateurs qui eux-mêmes, genre, transactaient avec. On arrive potentiellement à comprendre d'une certaine manière le degré de relation et à partir de là, à voir à quel point il y a du risque d'un point de vue concurrence. Exact. Ou le vol, le reseller, et le reseller qui va revendre X fois après la chose. Entre le voleur et le reseller, c'est l'exposition quasiment directe. Après, tu sais bien. Tu sais, on transpose, c'est pas si difficile. La crypto n'est pas si difficile que ça. On rend mais les exemples j'allais dire, du monde traditionnel ou historique, à l'instar de ce qui se passe en crypto, sont exactement les mêmes. L'exposition directe, comme je dis, à un vol, c'est l'acheteur, le reseller. Maintenant, celui qui va acheter après, il n'est pas censé savoir. C'est à peu près pareil. François, j'ai une question, je me frotte les mains d'avance, j'espère que tu m'en voudras pas, mais je me demandais quelle est l'habitude en soi des personnes qui sont plutôt dans l'illicite en crypto. Quels sont les schémas connus de tous qui sont les plus répétés? Je te dis pas de me donner le dernier truc qui est pas trop flag, hein. Je te demande de me dire en général quels sont les schémas ou les moyens utilisés pour partir dans l'illicite. Est-ce que c'est du Monero? Est-ce que, j'en sais rien, c'est du Bitcoin? Ou est-ce que c'est du Tornado Cash? Ou est-ce que, enfin, tu vois, quelles sont un petit peu les habitudes des criminels, quoi? Il y a un point qui est intéressant de noter. Je vais répondre partiellement parce que, comme je le dis, en toute humilité, je suis pas un investigateur. Et si tu voulais comprendre des patterns, etc., c'est intéressant de rencontrer un de nos investigateurs. On en a un brillant en France, d'ailleurs. Faut savoir déjà que cette année, en tout cas, je vais dire cette année 2024-2023, la crypto la plus utilisée
pour les activités lisibles, c'est le stablecoin. Tu dois le savoir. Très intéressant. Ça a surpassé, c'est pas le Bitcoin, etc. C'est le stablecoin. Donc ça, c'est déjà c'est intéressant à savoir. Après, pour donner maintenant un point technique, oui, quand aujourd'hui tu as du Monero sur une transaction ou dans le cadre d'une transaction, Léonard, je vais pas te mentir. Et je vais pas, c'est potentiellement soit tu as vraiment envie de t'exposer inutilement, mais il y a des gens qui aimeraient ça. Ce que c'est-à-dire que tu peux être quelqu'un qui est dans le licite, mais qui utilise Monero et qui se fait flaguer genre vraiment très fort. C'est ça que tu veux dire? Ouais, bah écoute, quand tu utilises Monero aujourd'hui, mais c'est une problématique. Hein. C'est pourquoi je te pose la question, Léonard. Pourquoi tu auras envie d'utiliser Monero, toi, à titre privé? Bah après, c'est surtout pour de l'anonymat. Donc par rapport à quoi? Tu vois? Pourquoi on pourrait pas avoir un certain anonymat, tu vois? Mais tu l'as, l'anonymat. Pourquoi tu veux utiliser Monero? Tu l'as, l'anonymat. Moi, j'utilise pas Monero, j'ai jamais utilisé Monero de ma vie, mais je suppose qu'il y a probablement des choses à faire sans être quelqu'un avec un esprit vicieux. Écoute, c'est pourquoi je mettrais une cagoule, c'est ça que tu veux dire? Pas. Potentiellement, à part avec une coupe de cheveux comme celle-ci, pourquoi tu mettrais une cagoule? Enfin, à part pour éviter d'avoir froid. Mais non, sincèrement, Léonard, franchement, rien ne prend rien pour argent comptant. Mais aujourd'hui, si tu vas sur Monero, c'est que tu essaies de mettre une cagoule quelque part. Ok. Alors après, soit parce que tu as eu froid, mais bon, écoute, ok, tu peux mettre juste un balai. Mais non, aller dans Monero. Et je te dis, c'est pas 100%. Tu as complètement raison. Je suis sûr que aujourd'hui, on a des artistes dans l'écosystème. Il faut tester tout, etc. Il faut... De toute façon, c'est compliqué avec les exchanges parce que voilà. c'est de moins en moins listé, etc. Ouais. Donc en fait, c'est une oppression d'une certaine manière. C'est-à-dire que en soi, utiliser Monero aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué, quoi. Ouais, après je te dis, je sais pas si c'est l'oppression. Enfin, j'ai cet avis mesuré en fait, et tu vois, c'est peut-être. Moi, je suis des deux côtés. Hein. Je suis pas, je suis pas quelqu'un qui est entre guillemets anti-compliance, anti-surveillance, parce qu'en plus de ça, il y a la majorité des données qui sont publiques, mais l'intégralité des données sont publiques. L'intégralité des. Non, je te dis, il faut vraiment avoir de la mesure, et on parlait, avant de commencer l'interview du dogme et des dogmes qui s'affrontent et qui rendent les choses, quel que soit, tu vois bien, dans le monde dans lequel on vit, à partir du moment où tu deviens dogmatique, c'est problématique. Et moi, je pense que je pourrais parler d'une histoire. Mon premier dîner, quand je suis arrivé dans le monde de la crypto, je suis tombé à côté d'un maximaliste. Okay. Et Chainalysis, t'imagines complètement l'ambiance. Il pensait qu'il avait le diable à côté, quoi. Bah, c'est ça qu'on voit, c'est que, tu vois, une des questions que j'avais, c'est est-ce que d'une certaine manière, Chainalysis est pas en contradiction avec certains principes crypto, mais en même temps, je me dis que, en fait, la donnée, elle est publique, et dans tous les cas, en fait, si tu veux une adoption large, t'es obligé de jouer de respecter les règles, en vrai. C'est en tout cas des règles qui sont bonnes pour tout le monde, quoi, tu vois. Comme je te le dis, je suis pas dogmatique, hein. Je me verrai jamais comme le diable, et je vois pas les maximalistes comme le diable, etc. Nous, on aide à apporter de la transparence dans un écosystème qui ne survivra que grâce à ça. En fait, il faut passer à l'échelle, tu vois, et c'est là où le dogme n'est plus la bonne chose. C'est le dogme ou cette nécessité d'enfermer la connaissance dans un micro-écosystème te permet de garder un certain type de pouvoir. Tu le sais, c'est ainsi que la société est créée, quoi. Maintenant, si tu veux passer à l'échelle, il faut apporter cette transparence. Et cette transparence, en fait, la manière dont on l'apporte, comme je te le disais, nous, c'est avoir une transparence intégrale vis-à-vis de l'écosystème, que le monde privé ait accès aux informations du monde public et vice-versa, parce que le sous-jacent technologique est global et est lui-même public. Bien sûr pseudonyme, mais est lui-même public. Et finalement, si on veut massifier, tu vois, tous les maximalistes, etc., blablabim, aujourd'hui, si le Bitcoin devenait une réserve dans un futur plus ou moins proche, plus ou moins lointain, tout dépend. Ce sera un prérequis. C'est un prérequis.
C'est un prérequis. Et tu vois, et en fait, c'est pour ça que je te dis, il ne faut pas être dogmatique. Et le problème que je constate, hein, venant d'écosystèmes différents, etc. J'ai déjà travaillé, comme je te le disais en introduction, hein, sur les prémices du cloud. Beaucoup de dogmes dans le cloud à l'époque, et je te parle à l'époque dans les années 2000, hein, entre 2000 et 2010. Mais néanmoins, l'écosystème crypto ou blockchain dans sa globalité à l'heure actuelle souffre des mêmes maux, mais est en train de se résorber. Et vois ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je sais quoi, c'est Corsair aujourd'hui qui annonçait pouvoir faire la réservation de billets en Bitcoin. C'est incroyable. Et tu vois, on est en train de vivre, on est dedans là, et on se doit d'apporter la transparence pour le bien de l'écosystème qu'on défend, en tout cas, ou auquel on a choisi d'appartenir, parce qu'on est en choix. C'est ça que j'adore dans cet écosystème, c'est que tu fais des choix. On ne t'impose rien, tu fais des choix. De C'est ça, et participer surtout, ou tu as non à une vraie l'écosystème. alternative par rapport au système Exact. traditionnel. Et c'est ça que j'aime le plus, c'est que jusqu'à maintenant, on était relativement forcé, tu vois, de dire, bah, je veux cette monnaie fiduciaire parce que, bah, en fait, j'ai pas le choix et que je réside là et que tout le monde utilise ça et que, genre, tout ce qui est en dehors est illégal, plus ou moins. Parce qu'il y a que l'État qui peut créer de la monnaie. Mais le fait que, voilà, les cryptos existent, moi, personnellement, c'est quelque chose fondamentalement qui est important d'avoir des alternatives. Autrement, c'est une dictature, hein. On peut voir ça comme ça, en tout cas. Mais l'alternative a toujours été bon pour tout le monde. C'est de la compétition, ça tire tout le monde vers le haut, dans tous les cas. Ouais. Donc, on amène cette transparence, et je conclus là-dessus. Et elle est importante. Parfait. Je voulais parler un petit peu de DeFi, parce que on a beaucoup parlé des États, des organismes un petit peu d'intelligence, sans les citer, et des exchanges, mais on a moins parlé de la DeFi, des applications décentralisées, etc. Eux aussi ont un devoir de compliance ou pas? Comment évoluent les choses? Parce que j'ai un peu l'impression que, en fait, t'as de la compliance partout, quoi. T'as de la compliance même en DeFi, et je pense que la DeFi devra avoir de plus en plus de compliance, je suppose. Alors, je sais pas si on doit dire elle doit avoir de plus en plus de compliance, mais il est clair qu'elle a un enjeu de sécurité, la DeFi. Et tu vois, la compliance, c'est l'autre côté de la pièce. Tu te souviens, c'est la compliance, c'est vis-à-vis s'assurer qu'on ne gère pas d'activités illicites. Et les activités illicites, sont composées de tout ce dont on a parlé. Et la DeFi, elle est finalement exposée aux mêmes enjeux. Et là où je dis qu'elle doit prendre conscience, elle a des enjeux de cybersécurité. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais, tu as évoqué Lazarus, etc. Aujourd'hui, les protocoles DeFi, ça a été le point d'attention extrêmement précis de ce type d'organisation qui ont hacké les protocoles parce les protocoles étaient plus focalisés sur l'innovation, ce qu'on a plus vulnérable, mais moins enclin ou moins, j'allais dire, moins focusés sur la sécurité, sur l'audit de leur propre mécanisme. C'est dur de build vite et fort et en même temps d'être nickel d'un point de vue sécu. C'est pour ça que tout ce qui avance trop vite, moi j'ai toujours une réserve, tu vois. J'ai toujours une réserve. Après, t'as des choses qui sont un peu battle testées. Je trouve que ce qui résiste au temps en soi montre une certaine résilience. Après, je pense qu'il y a le temps et il y a aussi le potentiel de vol, tu vois, genre plus t'as de la TVL et plus t'es resté dans le temps sans hack, en soi, plus ça prouve ta résilience. Mais si t'as duré dans le temps, mais que t'es minuscule et que t'as 500 000 $ de TVL, en vrai, ça prouve rien. Et si t'es tout nouveau et que t'as beaucoup de TVL, ça prouve non plus rien. Donc, c'est pour ça que t'as ces éléments-là. Ouais, non, mais c'est... Mais bon, écoute, non, pour te dire, non, on travaille on travaille aussi, c'est un pan de notre activité extrêmement important, la DeFi, parce que comme tu le disais tout à l'heure, on est passé du mode innovation pure, c'est toujours plein d'innovations, c'est un écosystème pareil, c'est un écosystème qui fusionne. De toute façon, t'as pas le choix. Ouais, bien sûr. Et puis il y a tout à faire encore. Il y a beaucoup de faits, mais il y a tout à faire. Mais maintenant, voilà, c'est là où on travaille avec les protocoles DeFi, ça va être sur des pans, ça va être sur des pans de gestion de risque et de sécurité.
Ok. Donc la DeFi n'est pas totalement décentralisée, incensurable, accessible de tous. C'est ça que ça veut dire aussi. C'est qu'il y a une réalité que les gens doivent se mettre dans la tête, parce que souvent on voit des DEX, tu vois, des exchanges décentralisés qui refusent des clients de certains pays ou de certains comportements, et les gens crient au fait que en fait c'est pas normal, etc. Mais d'une certaine manière, il y a des juridictions à respecter, et en soi, tu peux être décentralisé, mais si tu peux te faire attaquer légalement, ça met tout en péril. Mais les gens qui crient au loup ou quoi que ce soit, j'aimerais bien savoir pourquoi ils crient au loup, en fait. C'est quoi le problème pour un protocole DeFi? Je pense que c'est l'éthos, parce que le marketing, c'est décentralisé, et en soi, c'est mais une partie c'est décentralisé, t'es capable de mettre, de faire du child abuse ou quoi que ce soit, parce que c'est décentralisé, donc ça autorise tout. Tu vois, c'est là le dogme, c'est là où il est dangereux, c'est que les gens disent c'est décentralisé, donc ça ne doit subir aucun contrôle. Mais le protocole ou la DeFi, si elle veut croître, elle doit donner confiance. Si elle doit donner confiance, parce qu'il n'y a pas que des vilains sur les protocoles DeFi. Quand je dis DeFi, il y a une majorité écrasante de gens avec des intentions, ou de personnes ou d'utilisateurs avec des intentions saines. Mais c'est ce petit microcosme, comme dans tout, c'est la société qui peut tout mettre. Ça jette l'opprobre, même politiquement. Mais bien sûr. Et tu vois, c'est là où ça doit toujours être équilibré. Je l'aurais dit trop de fois, je suis contre les dogmes, Et ça, c'en est un. Croire que le protocole DeFi ne doit pas souffrir de pouvoir refuser des gens qui ont des activités illicites ou quoi que ce soit, c'est improbable. Pour moi, c'est un problème, mais c'est improbable. Donc, tu vois, on les aide vraiment sur ces champs-là. Après, il y a aussi beaucoup de formations, mais formation au sens conformité, comment on peut adresser les choses d'une manière saine pour la DeFi et sereine pour l'ensemble des utilisateurs. Donc ça, on travaille aussi beaucoup sur ce champ-là. Et après, on leur fournit aussi des outils d'investigation, clairement, parce qu'elles en ont besoin aussi. Enfin, elles. Tu me fais une transition parfaite là. Pour parler d'investigation, c'est magnifique. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des investigations qui t'ont particulièrement marqué, qui sont maintenant un peu relativement du domaine public et dont tu peux parler? Je pense évidemment, c'est une investigation, je suppose, qui est un peu particulière et un peu spécifique, mais je me demande évidemment comment vous avez vécu ce qui s'est passé, tu vois, avec Celsius, avec Luna, avec FTX, parce que tout est arrivé de mémoire quasiment en 2022. Toi, t'arrives dans la boîte à ce moment-là. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu vois? Comment vous gérez ce genre de situations qui sont des situations extrêmes, quoi? J'allais dire, FTX, on l'a vécu comme le marché. Même si, pour résumer, alors je peux pas, j'ai pas d'avis, et il y a des affaires comme on se le disait sur lesquelles qui sont soit encore en jugement, soit pas finalisées, etc. Donc après, elle a fait état d'affaires qui ont été pour certaines partiellement jugées ou qui sont closes. Mais FTX, j'allais dire, on l'a vécu comme le marché global. Mais j'allais dire, c'est une malversation au sens le plus commun de l'entreprise. Maintenant, ça jette, on revient, tu vois, on peut la boucle est bouclée, ça jette l'eau propre sur tout un écosystème. Regarde comment ça a fait du mal à l'écosystème, et c'est terrible. Et je dis, c'est une malversation que quelqu'un aurait pu faire dans une société tout à fait standard, dans les chemins de fer, dans la banque, dans n'importe quoi. Enfin, je dis les chemins de fer, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est là où tu vas voir que j'ai vraiment au-delà de 50 ans. Les chemins de fer et les anciens francs. Non, mais c'est les opérations ou les investigations, c'est compliqué pour moi d'en parler. Alors, tu vois, je peux te parler de grands chantiers. Aussi. Ouais, de Lazarus. Ça a été un pan. On aide dans la mesure de ce que je peux partager les autorités du Sud, de la Corée du Sud. Aujourd'hui, on leur fournit des outils, de la donnée, pour certaines un peu d'expertise, pour pouvoir contrer aujourd'hui les attaques des Coréens du Nord, parce que c'est vrai que ça a été, il faudrait que je retrouve le chiffre exact, mais c'était je crois que ça a été, je vais pas te dire quelque chose, mais quelque chose comme 1 milliard et quelques de vols, en tout cas de vols en crypto faits par
potentiellement des groupes nord-coréens sur la Corée du Sud. Et ouais, on les aide. C'est un travail de longue haleine, quoi. Mais comme je te le disais, tant au niveau des outils que des données, que des ressources, pour aller contrer, suivre, analyser. Et surtout, il y a toujours le moment où où ça fait de l'off-ramp. Alors l'off-ramp, pour ceux qui savent pas, c'est quand la crypto-monnaie se transforme en monnaie traditionnelle, en euros, en dollars ou quelle que soit la monnaie locale. Et là, t'es dans une course contre la montre, en fait. Et c'est là où tous les outils on-chain deviennent intéressants, parce que quand tu as un protocole, admettons, qui a été hacké ou quoi que ce soit par Lazarus, potentiellement, pour financer potentiellement leur programme nucléaire, en tout cas de la Corée du Nord, là, on va rentrer sur une course contre la montre. Et cette course contre la montre, c'est être capable de donner les éléments nécessaires, les outils et toutes les capacités nécessaires aux organisations ou aux agences en responsabilité en Corée du Sud pour aller reprendre l'argent ou la stopper au moment où ça fait de l'offrande. Et là, tu vois, c'est là où c'est important d'avoir des exchanges qui savent ce qui se passe, qui ont une connaissance qui peuvent bloquer. C'est là d'être bon dans un environnement régulé quand c'est possible. C'est bon d'avoir des forces de l'ordre ou des organisations qui sont équipées avec des outils tels que Chainalysis pour aller tacler, pour aller suivre l'argent, voilà, et participer à un genre de lutte, et notamment là concernant Lazarus. Mais après, on peut parler, il y a une opération cette année qui est assez intéressante et qui a été rendue publique, donc je suis assez confortable pour en parler. Mais je sais pas si tu as entendu parler de l'opération Spincaster. Non. Mais qui a été l'opération Spincaster, c'est une opération qui a été dirigée par Chainalysis avec, que je te dise pas de bêtises, c'est 17 plateformes crypto, 12 agences et des pays comme les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Australie, etc. Et c'est toute une opération pour aller attaquer, j'allais dire, l'approval phishing. Alors tu vois ce que c'est, enfin l'approval phishing, qui est, je sais pas comment le dire en français d'ailleurs. Tu approuves quelque chose et au final on te soutient les fonds via le contrat, voilà, quoi. C'est l'hameçonnage par approbation. C'est globalement tu vas valider une transaction. Très attention à vos signatures. Ouais, c'est clair. Et surtout avec quoi vous interagissez. Ouais. Et révoquer constamment. Révoquer constamment. Il y a Rabi Wallet qui a un outil qui est parfait pour revoke ce que vous avez signé par le passé. Il y a aussi Revoke Cash qui est intégré directement dans Ledger aussi. Moi, je trouve que c'est des pans de technologie qui sont clés. Et donc là, juste pour l'opération Spincaster, en fait, voilà, c'est, enfin, pour ceux qui nous écoutent et ou sur l'approval phishing, c'est voilà ce que tu disais, tu valides une transaction, tu crois valider une transaction légitime, et finalement tu donnes accès à tout ton wallet, globalement, et après voilà, c'est comme ça que ça commence. Et c'est valable dans tout type, t'en as dans tout type de scams qui peuvent être des scams amoureux, quoi que ce soit. T'as ça dans tout. Et globalement, l'opération Spincaster, comme je disais, c'est une opération du monde privé, exchange, force de l'ordre, pays, l'idée par Chainalysis, et qui a permis déjà d'identifier, je crois que c'était 160, un peu plus de 160 millions de dollars de fonds volés au travers de l'approval phishing. Et aujourd'hui, ça nous a permis déjà d'en récupérer un certain nombre, d'arrêter des acteurs liés. Mais voilà, tu vois, ça va être ce genre d'opération en fait. À l'instar de Logbit, où on a travaillé avec la NCA, donc les autorités britanniques, et où sur lequel voilà le travail a permis de récupérer, je crois, c'était 30 millions de dollars. Logbit, tu le sais, en ransomware, il a été désastreux. Il avait un impact à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale, qui était juste phénoménal, quoi. Et du coup, ce qu'il faut mentionner, c'est que évidemment, la crypto, je pense que c'est vu un peu comme le Far West pour certains. Mais aujourd'hui, si vous faites des actions illégales on-chain, ou vous volez des gens, ou qu'il y a des rugs, ou peu importe, n'oubliez pas que ça peut vraiment retomber sur vous. C'est parce que c'est virtuel, que ça n'existe pas, qu'il n'y a pas d'agence, qu'il n'y a pas d'autorité. Je pense que ça en est une belle démonstration. Et d'ailleurs, je me posais la question, tu vois, d'un point de vue agence, etc., ou même État,
est-ce que, enfin, dans le monde entier, il y a 80% des États qui utilisent Chainalysis, ou est-ce que c'est encore 10%? Tu vois, à quel point aujourd'hui c'est quelque chose qui est adopté et vu sérieusement par les pays majeurs ou même les pays émergents, etc. Comment ça se passe de ce côté-là? En fait, l'adoption, alors, pour être tout à fait clair, oui, je pense que, pour ne pas dire 100% des pays dans lesquels il y a une activité crypto, qui soit régulée ou non, mais une activité reconnue, parce qu'il y a des pays dans lesquels c'est interdit. Mais dans ces pays, de moins en moins, ouais, de moins en moins. Bah, tu vois, aujourd'hui, il y a le Maroc qui a annoncé par le gouverneur de la Banque centrale du Maroc une ouverture aux crypto-monnaies où, si tu y allais il y a quelques mois, la crypto-monnaie était toujours interdite. Et c'est réellement interdite. Donc, tu vois, il n'y a pas d'existence à la crypto-monnaie en tant que telle. Maintenant, c'est vrai que tu as raison, au moins en moins, parce que tout le monde, l'innovation est là, mais l'innovation est la capacité à capter de la valeur et à avoir une innovation bonne pour l'intégralité d'un pays ou d'une communauté ou d'organisation. Mais aujourd'hui, non, on est présent dans... Ouais, je pense qu'il y a... Ce serait encore mentir dire 100% des pays dans lesquels il y a une activité crypto ont Chainalysis, en tout cas les agences ou les différentes, mais une partie c'est énorme. Et on est bien au-delà des 80%, bien au-delà des 80%. Et parce que toujours, enfin je dis toujours, il faut voir le côté, c'est Chainalysis et on se comporte pas, enfin on est humble face à la tâche et face aux gens qui innovent aussi à côté, hein, parce que on sert l'innovation et on sert les gens qui protègent les usagers. Donc on sert les deux pans en toute humilité. Mais aujourd'hui, il y a ce rôle clé nous permet de dire que quand un État utilise Chainalysis, il sait qu'il va pouvoir bénéficier des inputs potentiels du réseau de clients de Chainalysis qui viennent du monde privé ou du monde public et d'autres pays, parce que c'est une lutte qui est internationale. Et c'est là où, contrairement à d'autres phénomènes technologiques extrêmement locaux, où tu sais, tu peux avoir une approche nationale, tu peux avoir une approche souveraine, tu peux avoir une approche, etc. La blockchain et la crypto, c'est international, c'est global. Et toute organisation ou tout pays qui pourrait penser, je l'ai déjà entendu en France, mais à l'instar dans d'autres pays, qu'il faut une approche nationale, renfermée sur elle-même, souveraine, etc. Potentiellement, pour moi, c'est une erreur, parce que le sous-jacent technologique est global. Et à partir du moment où, et je reviendrai sur le point des pays, à partir du moment où tu as un sous-jacent technologique qui est global, tu te dois d'avoir une approche globale. Et un pays, on a des gens Parce que qui l'interdire, ça marche pas, en fait. Ça marche pas. Enfin, tu vois, il faut prendre conscience de l'évolution technologique. Tu vois, c'est le truc, faut prendre un peu de recul, tu vois. Sortir du dogme encore, prendre recul. Ok, c'est global, comment j'approche ça? Et la collaboration des États passe notamment par l'utilisation d'outils communs, enfin de partage d'informations. Ils n'utilisent pas des outils communs. Chacun opère selon ses prérogatives, avec ses lois, etc. C'est pas ce qu'on dit. Par contre, le partage de données, tu vois, comme la poursuite de Logbit ou l'opération Spincaster, c'est des approches multi-pays, multi-organisations, multi-agences, public-privé, et c'est ça Commandeur de la qui porte ses blockchain. fruits. Voilà. Exactement. Avant de poursuivre cette vidéo, je t'invite tout simplement à rejoindre mon Discord dans lequel tu peux retrouver plus de 10 000 traders actifs. Dans ce Discord, on parle de nombreuses choses, notamment on va tout simplement partager nos analyses, nos graphiques, sur quoi on spécule, les différents airdrops qu'on farm, les news en temps réel qui sont partagées par exemple sur Twitter ou sur différents sites. Enfin bref, c'est vraiment un moyen d'être à jour sur ce qui se passe dans l'écosystème. Et en plus de ça, sur ce Discord-là, je vais partager tout simplement pas mal de données et pas mal de choses que je surveille personnellement, donc des données qui sont importantes à mes yeux et tout simplement moi personnellement ce que je surveille au quotidien. Donc ça permet vraiment d'avoir un suivi en temps réel de moi, ce que je regarde et comment je me positionne dans l'écosystème. D'ailleurs, tu peux retrouver mes performances de 2022 et 2023 sur tous les trades que j'ai partagés gratuitement et publiquement. Donc ici, tu as absolument tout le détail avec les positions disponibles de manière transparente, mes positions actives, mon folio, ainsi que tous les trades que personnellement je prends de mon côté avec le suivi de comment je déplace mon stop loss, comment j'ajuste mon risque, comment je me positionne, etc. J'espère que ça vous plaira. Tout est gratuit. Je vous invite à rejoindre. Tout sera en description, en commentaire épinglé. Et maintenant, place à la vidéo. Et souvent, on nous rabâche à la télé que, tu vois, au JT de TF1 ou JT de ce que tu veux, ou peu importe les médias en soi, que les cryptos, c'est quand même un truc pour les criminels, que c'est pas bien. Enfin bref, le discours habituel, quoi. Qu'est-ce que tu as à répondre par rapport à ça? Est-ce que l'activité, entre guillemets, illicite crypto, elle augmente ou elle baisse en termes de pourcentage d'utilisation des... Enfin, est-ce que ça augmente,
tu vois, par rapport à l'usage, ou est-ce que ça stagne, ou est-ce que ça baisse, ou est-ce que, enfin, un peu décortiquer, tu vois, le vrai du faux. Est-ce que c'est politique, ou est-ce que ces médias ont raison de dire que les cryptos c'est juste le moyen préféré des criminels, par exemple. Ma réponse, elle va être extrêmement simple. Elle va te décevoir. Non, elle va te rassurer. Si j'étais vulgaire, j'utiliserais un mot, mais je n'y suis pas. Mais c'est carrément. On va remettre les choses en perspective. Voilà. Plutôt que d'utiliser des mots, on va les remettre en perspective et je vais répondre à ta question. Est-ce que tu as une idée du montant du blanchiment avec la monnaie fiat traditionnelle, des monnaies traditionnelles, à l'échelle globale l'année dernière? Je sais pas, 500 milliards? 2129 milliards d'euros. C'est 3% du PIB mondial. Ok, voilà. Les activités illicites sur les blockchains au sens global, c'est 0,34% du volume. C'est 10 fois moins. 0,34% du volume échangé. Et donc, toutes les activités. Enfin, je sais pas, si on peut dire que c'est 10 fois moins, ou parce qu'il y a un volume qui est transféré, non. tu vois. En volume, non, t'as raison. En volume, non. C'est pas 10 fois moins en volume. C'est négligeable. Ou en valeur absolue. Bien sûr. C'est négligeable. Ouais. Là où on parle, entend-on encore aujourd'hui, on l'a peut-être entendu dans le passé, quand la télé est en noir et blanc, etc. Peut-être, je sais pas, que attention aux billets en dollars, en francs anciens, en je sais pas quoi. Attention, il y a beaucoup de blanchiment, faut pas utiliser l'argent, et c'est ce qu'on est en train de faire. Tu vois, c'est là le côté. Je reviens toujours sur ça, mon dogme, les informations, désinformation, etc. Croire que la crypto héberge l'intégralité des activités illicites, c'est une faute. Croire qu'il n'y a pas d'activité illicite, c'en ferait une aussi. Maintenant, se dire qu'elle est gérable si on prend les choses d'une bonne manière, le collectif, etc., ça c'est encore faisable. Donc pour répondre, on est à 3% du PIB mondial en blanchiment d'argent sur les monnaies traditionnelles, là où on est à 0,34% sur les cryptos. Donc, ça parle d'eux-mêmes, les chiffres parlent. Après, on constate une réelle baisse dans les activités illicites, pour être tout à fait clair, Léonard. Il y a quelques pans encore qui sont en augmentation, le ransomware. Ransomware est une partie sur lequel... Est-ce que tu dirais que le fait que Chainalysis et d'autres outils se développent, du coup, fait baisser justement ces activités illicites ? Je pense que du fait que l'écosystème prend conscience qu'il faut faire quelque chose, ça fait baisser, tu vois, les protocoles DeFi qui se disent, OK, ou la DeFi au sens large, qui se dit, il faut améliorer notre sécurité, être plus conscient des enjeux de conformité, etc. C'est déjà un pan d'amélioration face à ce qui se passait auparavant. L'utilisation d'outils de Chainalysis, c'en est un autre. Comme j'aime à le croire, mais il y a aussi des faits derrière. Tout ce qu'on poursuit en tant que Chainalysis dans l'association du monde privé-public, ce qui n'existe pas dans la finance traditionnelle. C'est des mondes quand même relativement séparés. Aujourd'hui, ce qu'on essaie réellement de faire est de lier les écosystèmes et d'en faire un ensemble permettant de répondre aux enjeux d'un sous-jacent technologique global. Ça, on regarde que plus on voit l'adoption des données de Chainalysis, des outils, etc., plus l'activité est en baisse. En tout cas, on a vraiment, je te corrobore pas tout, et ce serait aussi de la même manière. Oui, bien sûr, il y a plein d'impacts, il y a de la politique, il y a les États qui décident à s'y mettre, il y a les jugements qui doivent être rendus, qui dissuadent. La réglementation, il y a plein de choses qui sont positives. Tu vois, on est dans une dynamique positive vis-à-vis de l'activité illicite. Maintenant, on est toujours vis-à-vis d'une... Il y a encore des risques, des expositions. Il peut y avoir de la désinformation, de la mésinformation aussi, qui font que le système ou l'écosystème peut être exposé. Mais on est vraiment dans une dynamique positive. Et ce qu'on donne, tu vois, on sort chaque année un rapport sur les activités illicites, le Crypto Crime Report. Ça veut dire c'est Crypto Crime Report 2024. Ouais. Mais il est bien cette année parce qu'il montre réellement ce que je suis en train de te dire. Je peux mettre en description, par exemple, comme ça, si les gens, ça les intéresse. Bien entendu. Et là, ça va montrer. On a même, je pense qu'on a, alors je sais pas si en accès public celui-ci, une partie spécifique à la France. Mais tu vois réellement
une vraie décroissance des activités illicites sur une majeure partie des transactions à l'échelle globale des crypto-monnaies. Je t'ai pris pas mal de temps, François, et j'aimerais terminer en regardant vers l'avant, en regardant vers l'avenir. Et du coup, je me demandais qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter et quels sont les axes de développement de Chainalysis. Est-ce que il y a de l'IA dans tout ça? Est-ce que c'est des manières différentes de travailler? Est-ce qu'il y a des évolutions drastiques? Tu vois, comment vous comptez évoluer sur les prochaines années? Quelle est la suite pour vous? Il y a plusieurs points. Enfin, je te remercie. On est tourné vers l'avant et je te remercie de poser cette question. Pour répondre alors à celle sur l'IA, elle a deux enjeux. Celui qu'on en fait en tant qu'entreprise, en tant qu'utilisateur, et elle permet à l'heure actuelle, c'est vrai, d'accélérer là où une enquête pour un humain, elle prend beaucoup de temps, en tout cas des aspects générant l'enquête. C'est vrai que sur des choses assez communes et répétitives, je vais pas dire répétitives. Du classique, quoi. Mais du classique, l'IA, c'est extrêmement important. Ça permet d'accélérer, Vous utilisez déjà ça? On a des protocoles, bien sûr, on a des protocoles d'usage extrêmement précis à l'intérieur de Chainalysis et on le fait d'une manière responsable. Mais néanmoins, on utilise. Ça fait partie. C'est pas le principal. C'est pas le principal, mais ça fait partie des outils qu'on utilise dans nos solutions pour accélérer la capacité d'enquête de nos utilisateurs, surtout dans la capacité d'investigation, c'est vrai, aujourd'hui. On a un rôle aussi vis-à-vis de l'écosystème et on travaille et on donne beaucoup de retours aux différents gouvernements et différentes organisations privées qui sont intéressées par ce domaine, mais c'est surtout le public aujourd'hui de voir comment l'IA est utilisée dans les activités illicites on-chain. Et ça, aujourd'hui, sur l'analyse et les potentialités, ça amener une potentialité pour les acteurs illicites qui est assez... Ça va décupler les transactions, en fait. Le volume à analyser, c'est ça qui va être compliqué. Écoute, on en revient, je te dis, c'est un cercle, je sais pas si c'est vertueux, mais on boucle toujours la boucle. C'est à l'instar, comme on le disait tout à l'heure, du téléphone, à l'instar de la blockchain dans son early stage. L'IA aujourd'hui, c'est une avancée technologique qui peut avoir des bienfaits, mais comme tout, elle peut avoir un côté plus, côté moins. Mais aujourd'hui, les premiers à avoir sauté dessus, c'est pas les acteurs illicites, mais on sait qu'ils vont tout de suite voir le potentiel de l'intelligence artificielle dans le cadre d'activités illicites. Dans tous les cas, tout le monde y a accès d'une certaine manière. Ouais. Et donc là, notre travail, au-delà de l'utiliser, comme je te disais, dans un autre contexte, sur l'IA, on a aussi des enjeux de recherche et d'analyse de ce qui se passe on-chain grâce à l'IA pour pouvoir aider sur la compréhension des différents modèles d'activités illicites qui auraient bénéficié de ces avancées technologiques. Mais donc voilà, et puis pour le futur, non, on doit se continuer de tourner vers l'avant. On a notre expansion globale. Il y a des gros enjeux sur la donnée. Il y a des gros enjeux sur la massification. On est malgré tout, ou j'allais dire pas malgré tout, mais on croit aussi, et moi je crois aussi à la massification de la crypto, et la massification, elle amène un enjeu pour Chainalysis, c'est déjà toujours d'être au top de la vague sur ce qui se passe, les enjeux de conformité, tu sais que c'est des enjeux qui sont extrêmement importants, qui peuvent être coûteux pour certaines organisations privées, parce que se mettre aujourd'hui en conformité, c'est coûteux aussi. Surtout même les PSAN et tout, j'avais entendu que au-delà du temps que ça met à mettre en place et être approuvé, juste, en fait, je suppose que quand tu es PSAN, tu dois plus ou moins souscrire à Chainalysis, tu dois souscrire à d'autres sociétés, tu dois avoir des services supplémentaires, tu dois te staffer. Donc c'est un tout qui fait que c'est aussi plus compliqué. Clair, donc tu vois, on travaille aussi beaucoup à rendre accessible toute la donnée, comme je te dis. Il y a du monde qui travaille chez Chainalysis, c'est pas juste de l'intelligence artificielle. Il faut pouvoir inclure tout le monde aussi. C'est ça, parce que si demain inclusif. je lance un protocole et que je veux avoir accès au service de Chainalysis, faut que ce soit un minimum. Faut pas que ce soit trop cher, sinon t'exclus des gens du système.
En tout cas, qui ont des bonnes intentions et qui veulent se mettre. C'est clair. Donc tu vois, ça, on y a quand même passé pas mal de temps à rendre accessible et aussi rendre accessible à tous l'accès à une information de qualité d'un point de vue conformité risque, ça sur le parti privé. Sur le monde de l'investigation, il y a aussi beaucoup de travail. Hein. Enfin, on a sur le monde des enquêtes, on a 3 points qui sont assez intéressants. Hein. On a sorti une fonctionnalité qu'on continue d'améliorer qui s'appelle le Transaction Explorer. Ça parle à personne, mais c'est en un clic de pouvoir afficher une transaction qui serait multi-chain, multi-crypto. Et en un clic, maintenant, tu vas avoir la capacité à, là où il fallait du temps de travail pour un investigateur, quel que soit l'outil utilisé, globalement, il va avoir une vue précise des transferts de fonds, en tout cas du flux financier sur des centaines de protocoles, de bridges de plateformes en un instant. Ça, c'était un point important. Puis il y a d'autres fonctionnalités, comme on essaie toujours, et ça de la même manière, tu vois, on parlait d'intelligence artificielle, là ça amène aussi des points, la facilitation. Imagine un enquêteur où tu trouves la moitié d'une site phrase ou un truc où tu dis 3-4 mots ou peu importe le nombre de mots dans la limite, mais tu trouves des mots ou un début d'adresse et tu sais pas ce que c'est, bah globalement. On va permettre aussi aujourd'hui au monde de l'investigation, en rentrant juste le début, par exemple, d'un portefeuille ou d'une transaction, de pouvoir identifier dans l'intégralité des transactions et de pouvoir lui permettre d'identifier extrêmement rapidement un set de transactions qui pourrait être celle-ci. Ou tu vois, et tout ça, en fait, c'est comment on rend la vie des gens plus facile, que tu fasses de la conformité, donc tu sois dans le monde privé. Soit pas trop compliqué. C'est trop compliqué, les gens là, je crois. Bah ouais, clair, et ça doit pas l'être. Massifier, c'est rendre accessible une technologie à tous, le plus simple possible. Et pour l'investigateur, bah aujourd'hui, les cryptos, tu peux être à, je sais pas moi, à Nevers, à Troyes dans l'Aube, ou à Bar-sur-Seine dans l'Aube, et être à la gendarmerie et tomber sur un portefeuille et t'es le gendarme, t'as pas été formé, etc. Il y a aussi un accès à la connaissance. Et on rend aussi nos produits accessibles aux moins sachants, ceux qui n'ont pas été formés, etc. Puis on sort des fonctionnalités où tu vas pouvoir rentrer quelqu'un, je sais pas moi, quelqu'un, je dis à la gendarmerie de Bar-sur-Seine dans l'Aube, va pouvoir rentrer un numéro de portefeuille sans être un expert et tout de suite te dire tiens, ce portefeuille il est problématique. Une info qui est compréhensible. Ouais. Une info qui est compréhensible. Donc tu vois, c'est notre travail. Notre travail, c'est aussi de rendre notre technologie la plus simple, la plus user-friendly possible, et tout en gardant une qualité de données qui n'a pas son pendant aujourd'hui sur le marché. Eh ben, écoute, merci pour ça. Moi, ma dernière question, c'est en quoi est-ce que tu crois en crypto? Où est-ce que sont tes sous, probablement? Enfin, je sais que ça n'engage que toi, etc. Mais qu'est-ce que tu surveilles de près, qui t'intéresse le plus, ou même dans lequel tu as pu investir le plus? Tu vois, peut-être pour donner une perspective aussi sur toi, ce qui t'intéresse en fait en crypto. Tu sais que ça peut être qu'à titre personnel. Évidemment. Parce qu'on fait pas de conseils financiers ou quoi que ce soit. Et puis, comme j'ai l'habitude pour le dire, c'est la vieille rengaine, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et ça, c'est aussi important. Non. Donc, je fais pas de conseils financiers, etc. Après, te dire personnellement, je vais te décevoir. Dis-moi. Moi, j'aime beaucoup le Bitcoin. Ouais. J'y vois beaucoup de choses positives. XRP. Ok. Je peux te dire pourquoi j'y crois. Dis-moi. Je pensais pas honnêtement. Dis-moi. Peut-être que tu vois des choses qu'on voit moins, tu vois, surtout du côté TradFi, régulation, etc. Bah, tu viens exactement de dire, quand tu fais un parallèle, il y a quelques succès d'entreprises, je vais te dire ma réflexion, et qui n'engagent que moi réellement, mais réellement. XRP en tant que tel, ça peut révolutionner le monde du settlement, en tout cas de l'échange bancaire. Et tu regardes, beaucoup d'entreprises traditionnelles ont fait du succès non pas en inventant quelque chose de brand new, mais en faisant au mieux quelque chose qui existait déjà, en révolutionnant réellement ce qui est fait, quelque chose qui. En rachetant des entreprises. Ouais, non, mais il y a quelques succès, hein, enfin dans les entreprises traditionnelles, hein, quand je dis traditionnelles, de l'IT ou quoi que ce soit, qui ont vraiment fait des choses. Et je pense qu'XRP, le modèle qui est poursuivi, en tout cas le narratif. Quand j'étais jeune investisseur en crypto,
Maintenant, je suis vieux tout court. Je suis vieux aussi dans la crypto. Mais quand j'étais jeune investisseur dans la crypto, ça fait partie de mes premiers paris. Et force est de constater qu'aujourd'hui, j'ai raison. J'ai pas eu raison pendant longtemps. Mais force est de constater. Mais je crois en ça, ouais. Puis après, je crois en Ethereum au sens large et tout ce qui va derrière. Mais tu sais quoi, ça n'engage que moi. Ouais, ça n'engage que moi personnellement. Après, je sais pas toi en quoi. Moi, je crois surtout en Bitcoin. C'est un de mes plus gros bags. Et après, je me diversifie un peu à gauche, à droite, tu vois. Un peu plus sur Ethereum dernièrement, parce que je pense qu'il peut y avoir une surperformance par rapport à Bitcoin. Par le passé, j'ai acheté beaucoup de Solana. Bon, j'ai vendu la majorité. Des fois, je m'expose plus via les dérivés. Et puis, tout ce qui est IA, memecoin, etc., je me positionne aussi, mais graduellement, via des petites poches, via du dérivé ou enfin, c'est négligeable par rapport au reste, mais c'est expérimental. Et je pense que c'est bien d'estimer le risque qu'il y a sur une catégorie spécifique et de gérer du coup son exposition par rapport à son flux global, par rapport à ça, parce que moi, par exemple, je fais attention. Il y a des trucs dans lesquels je crois beaucoup, mais qui me semblent extrêmement risqués. C'est pour ça que je les pondère moins dans mon folio. Donc, mais ouais, surtout Bitcoin et comme je dis souvent en vidéo, etc. Ma plus grosse conviction dans l'écosystème, c'est dans Bitcoin en fait. Et donc pour moi, tout moyen de m'enrichir sur ce qui est en dehors de Bitcoin, c'est un moyen pour moi d'acheter plus de Bitcoin. Donc, moi, j'ai vraiment cette perspective-là. Après plusieurs cycles, etc. Je sais que c'est pas le discours le plus excitant ou qui rendra pas des gens riches du jour au lendemain en faisant fois 40 000. Mais plus on avance dans le temps, plus je sais pas, c'est une création qui est tellement pure à mon sens, qui commence à prendre un enjeu politique, qui a été adopté par des particuliers, par des institutions. Par des gens de la banque, de la TradFi, maintenant par des États. Il y a que cette crypto-là qui a ces choses-là en fait, ce qui la rend vraiment unique. Et en plus de ça, au fil du temps, on disait que c'est important de résister au temps. Et Bitcoin a résisté au temps. Et aujourd'hui, on a tellement de nouvelles choses que en fait, elles peuvent être très, très excitantes. Mais qu'est-ce qui résiste au temps? Moi, j'ai tendance à croire qu'il y a quasiment que Bitcoin. Donc c'est pour ça que d'un point de vue investisseur, c'est pour ça que je me positionnerai surtout sur Bitcoin. Après, évidemment, on peut faire des petites bêtises en bull market, mais oui, on n'oublie pas le fond de la vision, quoi. Je pense que l'ancienne génération a fait des paris sur des actions où ils en sont revenus. Donc, tu vois, c'est la même chose. Mais tu vois, moi aussi, j'aime le Bitcoin. Je te l'ai dit en introduction. Donc, j'aime le Bitcoin. Après, je crois dans d'autres choses. Et je crois dans les personnes comme toi qui ont une expertise. On a besoin c'est frais, comme diraient mes enfants. C'est frais d'entendre des gens qui ont d'autres convictions et qui aussi. On peut être un bon père de famille en étant jeune, comme toi ou comme moi. Et moi, je pense que c'est la position du Bitcoin. Mais on peut aussi avoir avoir des petites choses qui nous égayent, qui nous attirent, qui vont se dire purée quand même. Puis toutes les innovations sont intéressantes. Enfin, je vois tout ce qui se passe en crypto comme genre une sorte d'expérience géante et à la fin on a des apprentissages. Et on voit ce qui marche pas. Et dans tous les cas, même si un token ne pump pas, peut-être que en fait la technologie qui est derrière le protocole, derrière le layer 1 ou peu importe, permettra d'arriver en fait à un meilleur écosystème ou quelque chose de plus mature peut-être ou de plus intéressant qu'on pourrait ajouter, j'en sais rien, sur Ethereum, sur Solana, même dans le Web 2, tu vois. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui valent le coup d'être expérimentées. En tout cas, je te remercie énormément, François, pour ton temps. Et je te laisse le mot de la fin, tout simplement. Écoute, merci Léonard. Ça a été à la hauteur de ce que j'attendais. J'ai eu raison de te regarder. Comme je le dis, tu as interviewé des gens super. Je suis honoré d'avoir fait partie de cette liste. Pas que je suis super et loin de moi l'idée de penser ça, mais j'étais hyper honoré de pouvoir parler avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup. Et je pense que tu as vraiment aidé les gens à comprendre le métier qui se cache derrière Chainalysis. Encore une fois, c'est un métier de l'ombre, tu vois. C'est une partie qui est dans l'ombre. Et l'objectif de ce podcast, c'est vraiment de montrer tout ce qui se passe dans l'écosystème. Donc, c'était vraiment un honneur de pouvoir faire ça. Bah écoute, c'est super cool. Merci à toi. J'espère, comme tu le disais, avoir éclairé les gens. Et puis, comme je le dis, ensemble, moi, je ne suis là que pour un écosystème sain, transparent, et puis qu'ensemble, on soit tous en train de se dire, on a fait des bons paris et on a vu l'avenir, on a été précurseur, on a vu l'avenir. Mais ça ne pourrait pas me faire plus plaisir. Tu ne peux pas savoir. Merci François. À bientôt. Merci à toi. À bientôt. Bye.